This episode is brought to you by Netflix. Becoming the most valuable sports franchise in the world doesn't happen without risk. A man who's willing to bet it all, and the players ready to make their own luck. America's Team, The Gambler and His Cowboys, is the story of the 1990s Dallas Cowboys and Jerry Jones's impact on NFL history. Featuring interviews with iconic 90s players and more. Watch America's Team, The Gambler and His Cowboys, streaming now only on Netflix. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Salut à toutes, salut à tous. Deuxième étape de ce Redewi Tour. On change de pays, mais alors on ne change pas de profil. De profil d'étape, on quitte les Pays-Bas, on arrive en Belgique, mais c'est tout aussi plat, 173 km sans le moindre relief, pas le moindre pourcentage de montée ou de descente, c'est tout plat. C'est donc encore une fois une étape bien sûr pour sprinteurs. Est-ce qu'un des nombreux sprinteurs qui sont présents sur ce Redewi Tour vont réussir à battre le favori Tim Merlier, vainqueur hier? On pense bien sûr à Olaf Koy, à Binyam Girmay, à Fabio Jakobsen, Pavel Bittner, Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria, Paul Pénoët, Arnaud Delis, Arvid de Klein, Lukáš Kubis, Marine Vandenberg, ou encore Milan Fretin, ou Davide Ballerini, Mike Tennyson. Bref, il y en a plein des sprinteurs, Juan Sebastián Molano, qui vont tenter de battre Tim Merlier dans le sprint massif qui devrait aussi avoir lieu aujourd'hui. Même s'il faudra une nouvelle fois se méfier du vent qui souffle tout aussi bien en Belgique qu'aux Pays-Bas et qui pourrait animer la course comme hier. Au final, hier, la course était toute plate, mais ça a été quand même mouvementé. On verra ce qu'il en sera aujourd'hui. Chute de Beloki juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolée. On est parti pour cette nouvelle étape de plaine. À noter qu'on a 2 coureurs non partants. Il s'agit de Connor Swift pour l'Ineos Grenadier et de Matthias Norsgaard pour la Movistar. 2 coureurs de moins donc sur cette étape, cette deuxième étape du Redewi Tour. Et allez, là, un trio qui part immédiatement là, dès le kilomètre 0. On retrouve des équipes belges, on retrouve aussi de l'Arkea. C'est Giosué Epis, l'Italien, qui est là pour l'Arkea BNB Hotel, avec Siebe de Weert pour la Team Flandre Baloise et Alexandre Van Petegem pour la Wagner Bazin. Ça, c'est 2 coureurs qu'on avait déjà vus à l'avant hier qui retournent aujourd'hui. Il y a un petit sprint là intermédiaire au bout de 15 km, donc des points à prendre. À noter que ces sprints intermédiaires sont pour un classement différent du maillot par points. Il y a le maillot par points qui ne récompense que les coureurs qui ont glané des points à l'arrivée. Par contre, les points pris dans les sprints intermédiaires ne comptent pas dans ce classement par points, ils comptent dans un autre classement annexe. C'est le classement des sprints intermédiaires tout simplement, un petit peu le coureur le plus actif comme on avait en Pologne, parce qu'il n'y a pas de classement de la montagne sur ce Redewi Tour et donc il est remplacé par ce classement des sprints intermédiaires. Et pour l'instant, c'est Siebe de Weert, le leader. Il y retourne aujourd'hui. Il a fait clairement peut-être un objectif de ce maillot distinctif, le Belge de la Team Flandre Baloise, qui repart à l'avant aujourd'hui. Dès le kilomètre 0, là, ils sont sortis. On ne les poursuit pas du tout dans le peloton. On les laisse aller s'amuser. Et logiquement, on arrive à ce sprint intermédiaire. Et c'est Siebe de Weert qui va aller prendre les points devant Alexandre Van Petegem et Giosué Epis. Et là, il prend 13 points. Et alors, en fait, j'ai compris qu'il y a encore une petite nouveauté là sur ce Redewi Tour. Un truc que j'avais jamais vu. C'est que tous les sprints intermédiaires ne rapportent pas le même nombre de points. Et en fait, c'est simplement qu'il y a un bonus en fonction de l'écart entre les échappés et le peloton. C'est-à-dire que plus les échappés ont de minutes d'avance et plus ce bonus sera grand. Et là, comme ils ont 3 minutes tout pile d'avance, Siebe de Weert va marquer 13 points. Donc je pense que c'est 10 points plus un bonus de 1, 2, 3, 4 points en fonction de si les échappés ont 1, 2, 3 ou 4 minutes d'avance. Ça, c'est un tout nouveau système que je ne connaissais pas et qui profite en tout cas à Siebe de Weert, qui était déjà leader de ce classement et qui la passe en tête de ce sprint intermédiaire. Il y en aura un autre dans l'étape, mais il sera beaucoup plus loin, au kilomètre 114. Donc tout simplement dans 100 km tout pile. On verra si Siebe de Weert, Giosué Epis et Alexandre Van Petegem seront toujours à l'avant d'ici là. Et le peloton qui se met à rouler fortement, là il y a du vent et on essaye de faire des bordures, des échelons. Et il y a une cassure, il y a des cassures dans le peloton.
Le peloton qui roule encore à fond, on est très loin de l'arrivée, bien sûr, 145 km. Et l'écart qu'ils font avec les 3 hommes de tête qui, eux, pensaient tout simplement, encore une fois, rouler à leur rythme dans l'échappée, maintenir 2-3 minutes, c'est pas du tout le cas. L'écart qui n'est plus que de 20 secondes d'un seul coup. L'écart qui a fondu était plutôt stabilisé autour de 2 minutes 30. Et là, en l'espace de 10 km, ils ont perdu quasiment 2 minutes. Ils ont moins de 30 secondes d'avance sur le peloton qui roule très fort. Il y a des cassures là dans le peloton. On est reparti encore une fois pour une journée plate, mais avec un scénario quand même différent d'une simple étape de transition. Parce que le vent change tout et surtout parce que dans le peloton, il n'y a que des spécialistes de ce genre de coups de bordure. C'est que des rouleurs, des spécialistes un petit peu des classiques. Et donc qui savent jouer ce genre d'étape. Et forcément, ça durcit la course. C'est pas comme s'il y avait plein de grimpeurs, plein de coureurs du classement général, plein de petits équipiers. Non, là, il n'y a que des spécialistes. Et du coup, ça rend cette étape beaucoup plus rapide, beaucoup plus nerveuse. Et là, les échappés, à mon avis, leur aventure risque de tourner finalement beaucoup plus court que prévu. Et bien voilà, ils ont résisté un peu là. Ils ont maintenu le peloton à une vingtaine de secondes pendant plusieurs dizaines de kilomètres. Mais finalement, à 120 km de l'arrivée, les 3 attaquants, Giosué Epis, Siebe de Vrint et Alexander Van Petegem sont déjà repris. Le peloton qui continue son rythme infernal. Alors les cassures se sont un petit peu refermées, résorbées. On a de nouveau un peloton groupé entier. Mais ça n'empêche pas le rythme d'être infernal parce qu'il y a toujours beaucoup de vent et on espère toujours surprendre des coureurs, des sprinteurs qui seraient un petit peu, qui traîneraient à l'arrière. Et tout ça, ça a condamné les échappés qui sont repris. Ah, c'est bien, il a du cœur, il a du courage, ce Siebe de Wirtz, parce qu'il essaye de repartir en échappée. Là, il a été repris, et ça le dégoûte pas. Il tente d'y retourner avec un équipier de la team Flandre Baloise avec lui. Là, c'est Ward Van Hoof. Et puis un coureur de la Wagner Bazin aussi qui se joint à ce mouvement, Kenneth Van Roy. Voilà, 3 Belges qui sont repartis à l'avant sur leur terre, qu'ils connaissent bien sûr. Et ils tentent de former une seconde échappée. Ils ont une dizaine de secondes d'avance sur le peloton qui roule toujours fort. Là, c'est pas comme en début d'étape où on attaque au kilomètre 0. Le peloton derrière, groupé, fait barrage, laisse tranquillement partir. Là, le peloton roule toujours fort, mais ça n'empêche pas ces 3 coureurs de retenter un coup, de sortir. Et on va voir où ça va les mener. Et ça les aura pas menés bien loin. Ils sont repris après 15 km un petit peu à l'avant du peloton, mais ça roule trop fort. Le peloton a rattrapé ces 3 coureurs, Siebe de Wirtz, Ward Van Hoof et Kenneth Van Roy. On a donc un nouveau peloton groupé, même si groupé, il y a des coureurs qui sont lâchés derrière. Voilà, ceux qui sont un petit peu les moins spécialistes, les moins bons rouleurs, ils n'arrivent pas à suivre le rythme. Il y a des coureurs qui sont distancés à l'arrière. Et il y a aussi encore une fois des cassures qui sont un petit peu en train de se former. Alors c'est des petites cassures, ça se reforme ensuite derrière. Mais on sent que c'est très tendu dans le peloton qui va très vite. Et voilà, si on est un coureur tout seul et qu'on se retrouve distancé, c'est foutu, on ne reviendra pas et on passe une sale journée à l'arrière. On a d'ailleurs déjà eu un abandon avec Donovan Grondin pour l'Arkea BNB Hotel qui a abandonné. Et là, on nous annonce à l'instant l'abandon de Tobias Foss, qui était pourtant une bonne chance pour le classement général pour Ineos Grenadier, qui lui aussi abandonne. C'était même le leader de cette équipe, Tobias Foss. Et lui aussi ne peut pas suivre là ce rythme un petit peu infernal mis par tous les rouleurs belges et hollandais essentiellement. C'est leur spécialité, qui roulent en tête de ce peloton. Ah oui, la 3e attaque de Siebe de Wirtz, 68 km de l'arrivée. Et il retente de sortir au moment où le peloton était un petit peu plus tranquille. Là, il venait de sortir d'une zone de ravitaillement. Et du coup, Siebe de Wirtz, il tente de sortir parce qu'on n'est plus très loin. On est à moins de 10 km du second sprint intermédiaire. Il y a donc encore des points à prendre, au moins 10. Et du coup, il tente de ressortir. Il est accompagné par un autre coureur qui était avec lui en tout début d'étape, Alexander Van Petegem. Voilà, les équipes belges de la Flandre Baloise et de la Wagner Bazin qui tentent de réanimer un petit peu cette course qui venait de se calmer depuis une dizaine de kilomètres. Ils tentent de sortir, mais problème, il y a plein d'autres coureurs qui maintenant tentent aussi de sortir avec eux. Des coureurs de l'Arkea, de la Groupama, de l'IF. Et du coup, ces autres coureurs qui ont voulu sortir ramènent finalement tout le monde sur Siebe de Vrent et Van Petegem. Ils ne vont pas réussir à sortir. De Vrent, s'il veut prendre les points là de ce classement des sprints intermédiaires, il devra faire autrement, peut-être simplement faire le sprint lui-même à l'intérieur du peloton. Et c'est reparti pour des cassures, des bordures là, avec 30 coureurs dans le premier groupe qui se sont séparés du reste du peloton d'un coup, après un virage sur une grande route. Et là, d'un seul coup, il y a 20 secondes de retard pour les coureurs à l'arrière, on va dire pour le peloton principal. On retrouve au moins Mathieu Van Der Poel qui est dernier, tout simplement. Il traîne à l'arrière du peloton, Mathieu Van Der Poel. C'est un peu étonnant de sa part quand même, parce qu'il pourrait se faire piéger et perdre du temps et perdre toute chance de bien figurer au classement général. Lui, ancien vainqueur de ce René 8 Tours. En tout cas,
C'est un gros coup qui a été initié par l'XDX Astana Team. C'est l'XDX Astana qui roulait en tête de ce peloton d'un coup et qui a fait cette belle cassure. Ah, c'est la plus grosse. Là, c'est vraiment la plus grosse cassure que l'on vient depuis le début de l'étape. Je vois Paul Magnier qui est dans le bon coup à l'avant. Au moins 5 coureurs donc de cette Astana, pas mal de coureurs de la Lidl Trek aussi. Et dans le groupe derrière, c'est un coureur de la Decathlon qui roule avec des coureurs de la Tudor, de la Lotto. Ça, c'est les équipes qui sont fait piéger. Ça veut peut-être dire que Arvid De Klein, par exemple, est à l'arrière pour la Tudor. Et tout à l'arrière de ce groupe, on retrouve toujours Mathieu Van Der Poel, tout tranquille. Il ne semble pas s'inquiéter du tout de cette belle cassure qu'il y a désormais. 15 secondes d'écart entre la première partie du peloton et ce second groupe. Dans ce premier groupe, on peut voir le maillot de leader de Tim Merlier aussi, qui est là. Il ne s'est pas fait avoir. Binyam Girmay est aussi dans ce premier groupe. C'est le cas aussi de Ben Turner pour Ineos, de Matej Moric. Et pendant que se faisait tout ce mouvement, on a passé là, le second sprint intermédiaire. Et alors, on n'a pas vu qui a pris les points en passant en tête à ce sprint. Mais ce n'est pas le plus important là. L'important, c'est l'écart qui grandit. 25 secondes entre le groupe de tête, où on retrouve aussi Arnaud Delis qui est dans le bon coup. Donc voilà, il y a quand même pas mal de sprinteurs qui sont là. Et ce groupe qui est pour l'instant en train de creuser sur le peloton principal à l'arrière, qui est au moins 2 fois plus nombreux que le groupe à l'avant. Sa bataille dure, 35 secondes d'écart entre le groupe de tête où on retrouve 40 coureurs tout pile et le peloton derrière, où il y a quelques grands noms, notamment Mathieu Van Der Poel, mais aussi Tim Wellens, le quadruple vainqueur de l'épreuve et double tenant du titre qui est à l'arrière. C'est aussi le cas de Olaf Koy par exemple, des sprinteurs Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria, Juan Sebastian Molano, tous ces coureurs qui auraient des ambitions aujourd'hui pour la victoire d'étape qui ne sont pas là. Devant, les coureurs qui ont fait les bonnes affaires, on a Tim Merlier et Paul Magnier pour la Quick Step, on a Binyam Girmay pour l'Intermarché avec 3 équipiers avec lui, on a 5 coureurs de la Lidl Trek avec notamment Matthias Vacek, Matej Moric et Fred Wright sont là pour la Bahreïn, 3 coureurs pour la Decathlon, Casper Asgreen pour l'IF, Axel Laurence et Ben Turner pour Ineos, on a 3 coureurs de l'Astana, avec Tony Sen, Kesbol et Alberto Bettiol. Arnaud Delis est là, accompagné de 3 équipiers de la Lotto aussi. On a Ruud Pluimers pour la Tudor quand même comme sprinter, mais donc pas Arvid De Klein. Côté de la Team Emirates, on a Florian Vermeersch et Rui Oliveira, mais pas le leader Tim Wellens. Puis il y a quand même 7 équipes qui ne sont pas du tout représentées à l'avant, qui n'ont aucun coureur dans les 40 coureurs de TEP. Ça fait beaucoup, 7 équipes qui ne sont pas là. C'est la Movistar de Gaviria, c'est l'Alpecin de Koenig de Mathieu Van Der Poel et de Tibor Del Grosso, c'est la Jayco Alula de Dylan Groenewegen, et c'est toutes les équipes françaises, ou presque, à part la Decathlon, puisque ni l'Arkea BNB Hotel, ni la Cofidis, ni la Groupama FDJ, ni l'Unibet qui était Rockets n'ont un coureur à l'avant. Donc là, c'est un peu fiasco pour toutes ces équipes-là, et c'est pour ça qu'on les voit beaucoup travailler. On voit aussi bien sûr la Visma parce qu'Olaf Koy est à l'arrière, on voit l'IF parce qu'ils n'ont qu'un seul coureur à l'avant avec Casper Asgreen, mais surtout la Cofidis, la Groupama qui travaille beaucoup, parce que pour l'instant, on est en train de tout perdre, aussi bien l'étape que des secondes au classement général, des secondes très précieuses parce qu'il y a rarement des grands écarts sur le René 8 Tours. Mais il reste encore du temps, 42 km pour tenter de revenir pour ces coureurs à l'arrière. En tout cas, l'effort là, aussi bien dans le groupe de tête que dans le peloton de poursuivants, est maximum sur ces routes toujours balayées par le vent belge. Et enfin, à noter la présence à l'avant de Kenneth Van Rooij, coureur de la Wagner Bazin, et c'est lui qui a pris les 10 points au sprint intermédiaire. Et cette fois-ci, il n'y avait pas de bonus puisqu'il faisait partie en gros du peloton principal. Il a pris que 10 points sans bonus. Ça lui permettra de remonter quand même dans ce classement des sprints intermédiaires. Et là, ils viennent de passer à une zone de ravitaillement. Et comme ils sont à fond, ils sont à quoi, 50 km/h, 60 km/h. Ils essayent tous de prendre des bouteilles, des bidons. Et ils échouent à peu près tous. C'est assez terrible. C'est très dur de prendre des bidons à cette vitesse, évidemment. Et là, il y en a au moins 1 sur 2 qui échouent à prendre le bidon ou le gel. What does every USAA member have in common? Family. We're one big family who supports the military community and their eligible families. And if you, your parent, or spouse served, you could join our family and save big on auto insurance. Visit USAA.com/join today to check your eligibility. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home.
Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Et attention, la chute là, dans le groupe de tête, avec Matthias Vacek, avec coureur de la Décathlon, coureur de la Bahreïn, que c'est Fred Wright qui vient juste de repartir. Ah, ça c'est dur pour ces coureurs qui étaient dans le bon coup et qui se sont accrochés là. On a Mick Van Dierck qui était le seul coureur de la Red Bull Bora Hansgrohe qui était à l'avant. Et bah c'est fini pour lui, plus de Red Bull devant. Et là on revoit le ralenti, c'est Mick Van Dierck. C'est Mick Van Dierck qui est le premier à tomber et il entraîne quelques coureurs avec lui. Et pour ces coureurs, bah, ils vont avoir du mal même à repartir dans le peloton qui les a ensuite passés. Un peloton qui est d'ailleurs en train de gagner du temps. Il a peut-être profité aussi de cette chute qui a un petit peu surpris, entamé, dérangé le travail du groupe de tête. Plus que 20 secondes d'écart entre le peloton et les 40 hommes de tête qui ne sont désormais plus que 40. Ils doivent être 35 ou 36. Et ça se regroupe, 33 km de l'arrivée. Ouais, cette chute qui aura un petit peu démobilisé et déstabilisé le groupe de tête et le peloton qui revient. Il y a encore des coureurs bien sûr qui ont été distancés, qui n'ont pas pu suivre, mais on a quand même là un peloton d'environ 100 coureurs qui est à l'avant avec les retours de Mathieu Van Der Poel, notamment de Tim Wellens. Là on voit à l'arrière Matthias Vacek qui revient dans le peloton après sa chute. C'est le cas aussi de Fred Wright, de Mick Van Dierck. Encore une fois, une étape animée, encore une fois on tente des coups, mais pour l'instant, le peloton est finalement de nouveau en entier. On fait un circuit là sur les routes belges et on repasse par ce passage très venteux. Et il y a encore des petites cassures, mais là c'est plus une dizaine de coureurs à l'arrière, quelques coureurs isolés qui vont finir tranquillement. C'est pas comme tout à l'heure où la majorité du peloton avait été distancée malgré tout. Là on est un peu plus vigilant parce que l'arrivée se rapproche, on est à 27 km. On veut plus se faire avoir. Et du coup les seuls coureurs distancés ce sont vraiment ceux qui n'ont plus trop les jambes là. 20 km de l'arrivée et on arrive à ce fameux Green Kilomètre, les 3 sprints en 1 km. Et qui vient faire là? C'est Dries de Bont encore une fois. Oui, Dries de Bont il a 7 secondes. Donc il a besoin, il pourrait être le leader potentiel. Il passe là devant Fred Wright. Par contre bien sûr c'est dur d'enchaîner parce qu'on arrive immédiatement. Bah ouais, ça s'enchaîne là. Le deuxième avec un coureur de la Décathlon. Mais c'est plus Dries de Bont, là, il peut pas enchaîner. Là c'est Bastien Tronchon qui va passer en tête. Juste devant Florian Vermeer chez Dulsekov. Alors c'est pas compliqué, c'est pas facile à suivre hein, parce que ça s'enchaîne tellement rapidement. Et c'est des coureurs qui sont pas forcément les mêmes. C'est pas du tout comme hier où Rui Oliveira et Dries de Bont étaient les deux à se partager les points. Là, c'était tout le peloton. Et là, dans le troisième, c'est Matej Mohoric qui est allé le faire avec encore un coureur de la Groupama FDJ. Là, est-ce que c'est compliqué de voir en plus qui passe en tête. On va attendre tranquillement les confirmations officielles là, des commissaires pour voir vraiment qui est passé en tête et qui a pris toutes les secondes. Mais là, ça s'est bien partagé à mon avis parce qu'il n'y a aucun coureur qui a réussi vraiment à pouvoir faire les 3 sprints. C'est très dur, on en fait un, ensuite on doit se reposer. Le deuxième est dans 500 mètres. C'est impossible de faire les 3. Et là, je peux pas vous dire tout de suite qui a pris le plus de secondes. Personne n'a réussi à prendre plus de 3 secondes là, dans ce Green Kilomètre. C'était à chaque fois des coureurs différents. C'est bel et bien Dries de Bont qui a pris les 3 premières secondes. Bastien Tronchon a remporté le second sprint et Matej Mohoric le 3e. Mais ni Dries de Bont ni Rui Oliveira, qui avait pris aussi beaucoup de secondes hier, n'ont réussi à en prendre plus. Du coup, point de vue temps, Dries de Bont égalise Tim Merlier. Il avait 3 secondes de retard, il vient d'en prendre 3. Ils sont donc dans le même temps, mais il ne prend pas une seconde de plus. Et donc, vu qu'il va finir moins bien classé que Tim Merlier dans cette étape, il ne prendra pas le maillot de leader. Dries de Bont, on est à 6 km de l'arrivée. Le peloton, on va dire, est toujours groupé, même s'il a quand même perdu pas mal d'éléments au fil des kilomètres. Parce qu'il y a toujours du vent, ça accélère, et des coureurs qui petit à petit sont fait distancer par l'arrière. Il y a, je pense, même pas 80 coureurs dans ce peloton désormais qui va se présenter pour un sprint, on va le dire, massif, parce que c'est le peloton, mais l'intégralité du peloton est loin d'être là. 3 km de l'arrivée, et on a des trains un peu plus clairs qu'hier. Là, hein. On voit un beau train pour la Visma Lease the Bike qui est en tête de ce peloton avec 4 coureurs, 3 coureurs qui mènent Olaf Koy. Il y a un bon train aussi pour la Soudal Quick Step de Tim Merlier qui a 4 équipiers devant lui. La Picnic Post-NL de Pavel Bittner est aussi pas mal. La Team Emirates de Molano aussi. La Tudor, David De Klein a aussi 4 coureurs. Même Dylan Groenewegen a 3 équipiers avec lui. Donc là, vraiment, on a des jolis trains. Binyam Girmay n'a qu'un seul équipier. On a Milan Fretin qui est aussi avec un équipier. On devrait avoir un sprint un peu plus clair, un peu plus organisé qu'hier. Et même l'Alpecin de Koenig, hein, avec Mathieu Van Der Poel qui est là. Et Van Der Poel, il est probablement là, non pas pour la victoire lui-même, mais pour mener peut-être Simon Dehers qui avait fait 10e hier. Ou c'est Jensen Ploreit aussi, je pense, qui est là.
Allez, 1 km 800, un gros virage. C'est la Tudor d'un seul coup qui est la mieux placée avec 4 coureurs dans les premières positions. Et d'un seul coup, les trains ont explosé. Ah voilà, ce virage, tous les trains se sont mélangés un petit peu. Christophe Laporte en tête du peloton qui doit se relever un petit peu pour attendre Olafkoy. Et du coup, c'est l'équipe Tudor qui prend la tête de ce peloton désormais. La Groupama FDJ qui remonte aussi avec Clément Russo et Paul Pénoët. Allez, ça se pousse un petit peu. On va être à la flamme rouge. C'est la Soudal Quick Step. Du moins, un coureur de la Soudal Quick Step qui est en tête. Mais derrière lui, il a 2 coureurs de la Jayco Alula avec Dylan Groenewegen pour une fois bien placé. L'Alpecin de Koenig qui est derrière. Et tiens, on a une attaque là. Carrément, un coureur de l'IF qui tente de faire le coup du kilomètre. Ouais, de l'IF, mais ça ne marchera pas. Évidemment, ça va trop vite. Ils reviennent dessus et c'est au tour de la Jayco Alula de mener. 2 coureurs de la Jayco à l'avant, 2 coureurs de l'Alpecin. Ensuite, avec Mathieu Van Der Poel. Et tiens, un coureur de la Picnic là. C'est peut-être bien Nils Sekov qui tente de sortir de très très loin pour amener le sprint. Mathieu Van Der Poel saute dans sa roue avec Simon Dehers dans sa roue. Tim Merlier parfaitement en 4e position. Et Mathieu Van Der Poel qui finalement se relève assez rapidement pour lancer Simon Dehers. Tim Merlier qui le double facilement. Olafkoy qui jaillit sur les barrières, qui pour l'instant est en tête avec Pavel Bittner dans sa roue. Il s'est fait enfermer Tim Merlier et c'est Olafkoy qui va aller s'imposer. Ah là par contre pour une fois ils ont lancé trop tard limite. C'est étonnant ce qu'a fait Mathieu Van Der Poel. Une fois qu'il a pris la tête, il s'est immédiatement relevé. Il n'a pas fait un vrai lancement. Et du coup Simon Dehers a lancé en étant un petit peu arrêté. Tim Merlier aussi. Et alors qu'Olafkoy lui est arrivé avec beaucoup plus de vitesse sur la droite de la route. Suivi par Binyam Girmay, suivi par d'autres coureurs. Tim Merlier, il ne doit même pas faire top 5 au final. Sur la gauche, le mouvement de Van Der Poel a un petit peu ralenti tout le monde, alors que sur la droite, d'un seul coup, ça s'est ouvert et ça a jailli au bon moment. Allez, on revoit ce ralenti avec le moment où Nils Sekov, d'un seul coup, prend la tête pour lancer de très loin, mais il n'a personne dans la roue. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui saute dans sa roue avec son équipier Dehers derrière lui. Tim Merlier est dans la roue de Dehers. Olafkoy, lui, il est plus loin. Là, on le voit, il est plutôt en 10e position, aussi sur la gauche, un peu bloqué. Et puis d'un seul coup, Mathieu Van Der Poel et Nils Sekov se relèvent un petit peu tous les deux en même temps, sans vraiment lancer. Du coup, Dehers se retrouve un petit peu forcé à lancer. Tim Merlier dans sa roue. Et puis la route qui s'ouvre à droite, là aussi, en 1 seconde, grâce au mouvement, à l'accélération de Pavel Bittner qui lance. Et Olafkoy, il profite de ce moment pour prendre la roue de Bittner et puis ensuite pour le dépasser et ne pas être rattrapé par quiconque. Milan Tretin, Binyam Girmay, Dylan Groenewegen, ils ont aussi tous suivi ce mouvement de Bittner et ils ont tous profité pour doubler Tim Merlier qui finit donc un petit peu loin. Et pendant ce temps, Olafkoy lui finit avec plus d'1 roue d'avance sur Pavel Bittner qui vient faire 2e et sur Milan Tretin qui a aussi suivi ce mouvement et qui vient faire 3e. 23 ans seulement et déjà 43 succès dans sa carrière pour Olafkoy, dont de nombreux évidemment en World Tour, notamment 3 étapes sur Paris-Nice, 5 sur le Tour de Pologne et 3 sur le Giro. Lui qui n'a encore jamais participé au Tour de France ou à la Vuelta, mais ça ne saurait tarder parce que c'est une machine à gagner. Olafkoy, et si hier il n'a pas pu vraiment faire un bon sprint parce qu'il était tombé dans le final, il a fini 7e aujourd'hui. Il s'est imposé largement devant Pavel Bittner qui termine encore une belle place d'honneur, 2e. Et puis Milan Tretin avait terminé 3e, malheureusement mauvaise nouvelle pour lui et surtout pour la Cofidis. En vue de maintien au World Tour, il a finalement été relégué à la dernière place du peloton pour un mouvement, je suppose, dangereux. Parce que Cofidis, ils sont en grand danger de relégation. Ils sont 19e alors qu'il faut être dans les 18 premiers au classement UCI sur les 3 dernières années pour être maintenu. Et là, une 3e place sur une course World Tour, ça a rapporté beaucoup de points. Et malheureusement, ce ne sera pas le cas. Donc c'est vraiment un gros coup dur là pour l'équipe française. C'est du coup Arvin De Klein pour la Tudor qui est 3e de cette étape. La suite du classement, Binyam Girmay 4e, Dylan Groenewegen qui vient faire 5e. Enfin, une place de son standing pour le Hollandais. Tim Merlier par contre seulement 6e, bloqué dans le final. Mac Tenissen pour Astana 7e. Tord Goodmetstadt qui a fait le sprint pour la Decathlon termine 8e devant Amaury Capio pour l'Arkea BNB Hotel. Et Simon Dehers, comme hier, vient prendre la 10e place. Un peloton de 81 coureurs au final qui a terminé dans le même temps. On a donc une bonne soixantaine de coureurs qui a perdu du temps. Par exemple, des sprinteurs qui n'étaient pas là dans le final, comme Sam Welsford ou comme Lukas Kubis. Antonio Morgado pour la Team Emirates a également perdu beaucoup de temps. Il termine à 4,55. Ça, c'était un coureur qui peut-être pour le classement général aurait pu avoir son mot à dire. Ce ne sera pas le cas pour Morgado. Le dernier du jour, c'est Jack Rudkin-Gray, coureur britannique de l'IF Education Easy Post qui termine à 8 minutes et 15 secondes. Et puis pas mal d'abandons, outre les non-partants
Et ceux que j'ai cités comme Donovan Grondin et Tobias Foss, on a aussi Lorenz Suisse pour la KBNB Hotel, Sven-Erik Byström pour la Groupama FDJ, Heiko Bastians pour la Soudal Quick-Step, Max Walker pour l'IF Education Easy Post et Abraham Stockman pour l'Udibet Tietema Rockets, des coureurs qui ont été distancés et qui n'ont pas pu finir l'étape du jour à la boîte toute plate. Elle était dure et ces coureurs en ont fait les frais. Au classement général, Tim Merlier et Olaf Koy sont dans la même seconde et du coup ça se joue aux places. Et là c'est assez marrant puisque Olaf Koy avait fait 7ème de la première étape et premier aujourd'hui. Tim Merlier avait fait premier de la 7ème étape et 7ème aujourd'hui. Ils étaient donc parfaitement ex-aequo. Et en tant que dernier vainqueur, ça aurait dû être Olaf Koy, le leader. Mais comme Milan Fretin a été relégué, Tim Merlier gagne une petite place 6ème. Et du coup, c'est encore lui le leader. C'est Tim Merlier, le leader du classement général devant Olaf Koy et devant Dries de Bondt, qui est également dans le même temps que ces deux-là, mais plus loin au classement accumulé des places. Rui Oliveira est 4ème à 2 secondes, Pavel Bittner à 4 secondes. Le peloton principal est lui toujours pointé à 10 secondes du leader. Au classement par points, pour un petit point, là encore, Tim Merlier profite de la disqualification de Milan Fretin pour garder ce maillot. Il a 1 point d'avance sur Pavel Bittner et 2 sur Olaf Koy. C'est donc très serré. Au classement du meilleur jeune, Colby Simmons est toujours le meilleur jeune dans cette compétition où ils ne sont que 11 à participer et ils ne sont plus que 4 à être dans le même temps. Ce sont Colby Simmons, Tibor Del Grosso, Pierre Gautra et Paul Magnier. Ce sont les 4 seuls coureurs de moins de 23 ans à avoir fini à chaque fois dans le peloton. Tous les autres sont déjà pointés à 5 minutes ou plus. Demain, vendredi, ce sera immédiatement l'étape Rennes. L'étape Rennes parce qu'il y aura des montées, du punch et puis aussi des pavés. C'est une étape évidemment qui a écrit Mathieu Van Der Poel en lettres dorées sur son nom. Plein de petites ascensions. C'est la fin du plat. Ça commencera quand même par, on va dire, 70 km de plat. Mais ensuite, ce sera 100 km où les petites ascensions, les petits murs vont s'enchaîner. Alors, ils ne sont pas tous durs, mais il y a quand même parfois des passages à 9 à 10%. Et puis, il y a surtout le mur de Grammont que lui faudra passer. Une ascension pavée d'1 kilomètre à 7,7%. L'arrivée se fera également sur des pavés et sur des pourcentages aux alentours des 8-9%. Donc, voilà, ça va être difficile. Ça sera une course, si déjà les courses plates comme aujourd'hui sont aussi mouvementées, ça promet pour ces courses-là qui seront beaucoup plus techniques, beaucoup plus punchy et beaucoup plus compliquées à gérer. On verra ça demain. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.